Etienne. Docteur en éducation, licenciée en musique, elle a étudié 3 ans à Paris. Elle vit et fonctionne entièrement seule. Ce que ça a d'exceptionnel, eh bien, mon invitée, Nicole Trudeau, est aveugle. Nicole, vous n'êtes pas aveugle de naissance. C'est une maladie qui vous a rendu aveugle. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de ça. C'est pas vraiment une maladie. En fait, je suis née avec une malformation au niveau du nerf optique qui s'appelle une rétinite pigmentaire, c'est-à-dire qui affecte évidemment énormément l'acuité visuelle. Mais en fait, très jeune, jusqu'à l'adolescence, je peux dire, j'avais quand même une perception visuelle jamais excellente, mais qui m'a permis tout de même de capter pas mal d'images. Mais ce qui caractérise la rétinite pigmentaire, c'est que généralement, c'est régressif, à un rythme plus ou moins rapide. Alors, dans mon cas, ça a commencé vraiment à diminuer à partir de l'adolescence. D'une façon très subtile, je pourrais dire très, très lente. Là, je ne pouvais pas dire un jour, je vois tel objet, et le lendemain, je ne le vois plus du tout. Mais enfin, maintenant, je peux dire que je n'ai plus du tout de perception visuelle. Tout ce temps-là, vous étiez donc préparée au moment où vous ne verriez plus du tout. C'est-à-dire que je peux dire que je ne pensais pas à ça. Hein. Non, j'étais pas. C'était le moment présent. Puis en fait, il y a eu toute la période de mes études. J'étais très impliquée dans ça. J'ai toujours eu envie de faire énormément de choses. Alors je ne m'arrêtais pas à cette idée-là jamais, où je ne craignais pas de dire, mon Dieu, demain, peut-être je ne verrai pas telle couleur ou tel objet ou telle personne. Je ne pensais pas à ça. Vous n'avez pas essayé non plus de retenir des images à l'intérieur de vous? Bien, je les ai retenues parce qu'en fait, je pense que j'étais une personne très curieuse, très, très près de la vie, désirant capter le maximum de choses de la vie. Alors au fond, je les ai enregistrées et puis peut-être j'ai réalisé après que je les ai gardées. Et une fois que je ne peux plus, bien sûr, les saisir, j'y repense parce que je crois que c'est très important d'y penser pour les retenir parce que finalement, à la longue, si on n'y repense pas, ben, c'est comme le reste, hein, ça peut s'estomper. Mais je peux dire que j'ai pas souvenir de m'être sentie extrêmement menacée du jour où je ne verrais pas bien. Il faut dire que je n'ai jamais vu parfaitement bien non plus. Hein. Il y avait d'autres choses qui me préoccupaient plus que ça. Est-ce que vous avez été éduquée dans une école spécialisée? Ah oui, parce que les médecins, donc jeunes, quand mes parents là m'ont amené chez les spécialistes pour savoir exactement ce qui en était. Alors, les médecins ont recommandé à mes parents, donc, de m'envoyer à l'école spécialisée pour les aveugles, qui était l'Institut Nazareth à Montréal. C'était un internat. Alors, qu'on habite près ou qu'on habite loin de l'école, il fallait que tous les étudiants, tous les élèves soient internes. Alors, j'y suis rentrée, j'avais 5 ans. Et ben, j'y suis restée très longtemps, enfin, j'ai fait toutes mes études là. C'est un milieu protégé, Nicole? Oui, c'était un milieu fermé, mais peut-être qu'à l'époque, au fond, tous les pensionnats, tous les internats étaient comme ça. Évidemment, quand on y pense aujourd'hui, on trouve ça un petit peu pénible parce que peut-être je rentrais en septembre, enfin, tous les élèves, c'était la même chose. On avait 2-3 jours à la Toussaint pour aller dans notre famille, si c'était pas trop loin. Une dizaine de jours à Noël, 3-4 jours à Pâques, et puis l'été. Entre-temps, on ne sortait pas. Mais enfin, je me dis, bon, aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu tyrannique, mais dans le contexte... Est-ce que ces années-là sont de belles années pour vous? J'en garde un bon souvenir parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours adoré l'étude, découvrir, faire le maximum d'expériences. Alors, j'ai tellement investi de ce côté-là que j'ai pas de sentiment d'amertume ou de dire, bon, aujourd'hui, ce serait différent. Mais enfin, puisque j'étais née à une époque donnée, je peux pas... Peut-être la seule chose que je... regretter, non, je voudrais pas dire ça, mais enfin, dont je me rappelle, c'était un petit peu plus pénible. Surtout quand j'ai commencé à vieillir un peu. C'est que, justement, je trouvais qu'on était très entre nous toujours. Hein? Les compagnes qui étaient en première année avec moi, elles étaient encore en 10e. Alors, je trouve je me dis, mais oui, mais quand on va sortir, et puis tout ce monde des voyants qu'on ne connaît pas, tu sais, avec lequel on n'est pas en contact. Nous, on ne les connaît pas, eux ne nous connaissent pas. Ça m'a... Et puis, ça a été quand même assez dur, là, quand j'ai quitté, et puis que je suis rentrée à l'université d'un coup, là.
tout un univers, toutes des réactions auxquelles je n'étais pas habituée et tout. Alors ça, c'est peut-être une chose qui était le plus regrettable pour moi. Est-ce que vous pensez justement qu'on n'a pas un peu tendance à trop protéger les gens qui sont affectés d'un handicap quelconque? Oui, peut-être de façon générale, mais en fait, il faut aussi nuancer un peu parce que là, les institutions ont quand même changé. Tu sais, des internats de ce type-là maintenant, en tout cas pour les enfants qui ne voient pas, ça ne se passe pas comme ça. Tu sais. Quand même, beaucoup de choses ont évolué Vous étiez très depuis. coupé finalement du milieu des voyants. Ah, totalement. Bien, il y avait notre famille, bien sûr, mais en fait, on n'y était pas souvent. On se sentait un peu en visite. Vous savez, quand on arrivait chez nous l'été, on ne peut pas dire qu'on connaissait bien nos frères et sœurs, même si on les voyait un petit peu comme ça. Alors, le choc est grand quand vous quittez après. Je pense que... C'est sûr que je trouve que même encore peut-être aujourd'hui, alors que les institutions sont plus ouvertes et tout, bien, souvent, je pense qu'il y a une solution de facilité à essayer de remettre ensemble les gens qui ont un caractère commun qui n'est peut-être pas là. C'est pas, par exemple, parce que vous ne voyez pas que vous avez tous les mêmes besoins, que vous aspirez exactement aux mêmes choses. Ça, je pense que des fois, peut-être à cause du système, on a tendance à vouloir mettre ensemble et trouver des solutions pour tout ce monde-là. Ça, je m'exprimerai toujours contre ça. Quand vous avez quitté donc l'Institut Nazareth, vous êtes tout de suite entré à l'université? Oui. En musique? Oui, parce que l'Institut Nazareth, à ce moment-là, en plus donc des études régulières, primaires, secondaires, avait également un statut d'école de musique affiliée à l'Université de Montréal, comme il y avait plusieurs autres écoles de ce type-là alors, hein, Saint-Laurent, l'école, et puis Vincent-Nindy. Alors, j'ai fait mes études du niveau baccalauréat dans cette école affiliée, donc à Nazareth. Alors, quand je suis rentrée à l'université, j'étais déjà au niveau du 2e cycle. Est-ce que pour vous, la musique, c'était un choix naturel ou si le choix s'est effectué autrement, à partir de d'autres barèmes? Je pense que c'était assez naturel dans mon cheminement parce que très tôt, donc à Nazareth toujours, j'ai commencé à faire de la musique dès les premières années. Enfin, on nous en offrait la possibilité et puis si on aimait ça, puis on s'y sentait bien et on évoluait bien, ben, on nous encourageait beaucoup. On en faisait beaucoup en plus du programme scolaire. Il faut dire que les journées étaient très, très chargées. Hein? Ça ne finissait pas à 3h30. Alors pour moi, je m'y suis sentie bien, j'ai beaucoup aimé ça. Et il me semblait que, bon, en sortant de là, je devais continuer. Parce qu'évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, les études m'intéressaient beaucoup. Alors, aller plus loin, faire des études universitaires, ça m'intéressait. Puis ma famille m'a supporté beaucoup dans ce sens-là. Ils m'ont jamais posé de barrières. Alors, pour moi, ça s'est fait... Il me semble que c'était normal, il fallait que je fasse ça. C'était dans mon cheminement. Et vous-même, Nicole, vous ne vous imposiez pas de barrières. Vous ne vous disiez pas, par exemple, je ne peux pas aller à l'université parce que je suis une non-voyante. J'ai le souvenir d'avoir pris une sorte de décision, mais enfin, c'est même pas une décision, je pense que c'est une impulsion, que cette réalité-là, cette cécité-là, contre laquelle je ne pouvais rien, bien sûr, et qui serait permanente. Enfin, ça, j'ai cru ça tout de suite. Je n'ai pas dit, oh, peut-être que dans quelques années, non. Ça, j'ai jamais pensé ça. Mais je me suis dit, ça ne m'empêchera pas de faire ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire. Il n'y a pas de raison que je n'arrive pas, malgré ça, à faire ce que je désire. Alors, je pense que c'est une espèce de moteur, là, fondamental, qui m'a toujours guidée dans la vie. J'étais consciente des obstacles, évidemment, mais je les refusais, en somme. Je pense que c'est peut-être une de mes caractéristiques, c'est de difficulté à accepter les limites, hein? Toujours essayer de repousser les limites, aller plus loin, parce que j'en sens le besoin, évidemment. C'est comme... ça fait partie de ma vie. Je pense on dirait si je ne fais pas ça ou si je n'avais pas fait ça, je pense que j'aurais peut-être pas eu le sentiment de vivre vraiment. Oui. Et vous êtes donc, à un moment donné de votre vie, partie pour Paris. Ça n'était pas évident pour une personne qui ne voit pas d'aller étudier dans une école qui n'est pas une école pour non-voyants à Paris. Ça s'est passé comment? Votre première arrivée là-bas, ça s'est passé comment? Ça aussi, c'était un désir de très, très jeune. Je ne sais pas, enfin, je me disais, j'aimerais donc aller étudier en Europe, j'aimerais beaucoup aller à Paris, mais enfin, je ne voyais pas comment les choses
aurait pu s'organiser. Alors avec évidemment le soutien d'un professeur, de mes professeurs de musique par exemple, qui a cru et qui m'a encouragée et qui m'a évidemment pilotée dans l'organisation de ce voyage-là, je suis partie. Aujourd'hui, je réalise que c'était probablement très téméraire, parce qu'en fait, il n'y avait pas longtemps que j'étais sortie de l'internat tout de même. Mais, Vous êtes partie toute seule? Je suis partie seule, oui. Et j'avais jamais pris l'avion, enfin. Mais je ne sais pas, j'y croyais, puis je voulais aller de l'avant. Et puis, je pense que là, je dois quand même un hommage à ma famille, parce que probablement que mes parents m'ont jamais fait sentir le poids de leur inquiétude. Mais je me dis aujourd'hui, je me dis peut-être quand même que... Ça devait être un peu affolant pour eux. Oui, je pense. Mon frère aîné avait dit à ma mère, tu devrais partir avec elle. Ma mère a dit non, elle est organisée, ses professeurs la supportent, il y a des contacts de prix à Paris. Non, je n'y vais pas. Alors, je suis partie seule. Vous êtes justement très organisée, vous devez l'être. Vous n'avez pas le choix d'une certaine façon. Il faut, non, ça oui, quand même. J'aimerais que vous m'expliquiez un peu comment, par exemple, pour aller vivre 3 ans à Paris, on s'organise. Ça demande quand même quelqu'un qui vous accueille, ça demande quelqu'un qui... Oui, là, justement, quand même, comme je vous dis, il y avait des contacts. Je ne suis pas arrivée comme ça, là, sans contact, sans appartement. Il faut tout de même s'installer là-bas, hein. Oui. Alors, il y avait des contacts qui avaient été pris avec la délégation du Québec à Paris, dont un représentant est venu m'accueillir à l'aéroport. Et puis, il y avait aussi quelques contacts de prix pour une réservation d'une chambre, et puis une chambre où on peut faire de la musique. Ça aussi, c'est un autre problème à Paris, pas juste pour moi, pour tous les musiciens. Oui, bien sûr. Alors ça, c'était quand même là, déjà en place quand je suis arrivée. Donc, le représentant de la délégation est venu avec moi à la chambre qui avait été retenue. Et voilà, alors ensuite, moi, j'ai pris contact avec mon professeur. Le professeur, pour la première fois, avait demandé à un étudiant de venir me rencontrer quand même pour me piloter aussi dans Paris, qui n'est pas évident. Non. Alors, au départ, tout de même, là, il y avait j'avais des adresses, et puis pour dédouaner ses bagages, tout le côté quand même, le quotidien qu'il faut, il faut voir à tout ça. Hein? Et apprendre à connaître une ville étrangère, quand on ne voit pas, ça doit être quand même assez particulier. Ça, c'est pas facile. Ça, je peux dire quand même que c'est pas facile. Et probablement que j'avais eu l'intuition que... Et parce que c'était pas du tourisme, là, tout de même. Hein? Il fallait aussi étudier, travailler très fort et tout ça, entrer en contact avec un nouveau milieu, des nouvelles approches pédagogiques et tout. J'avais dit à mes parents avant de partir, je reviendrai dans 2 ans. Je ne voulais pas revenir l'été suivant. Je ne sais pas, aujourd'hui, je pensais ça, je me dis, c'est curieux. Probablement que j'avais eu l'intuition que ce ne serait pas si facile que ça pour moi, là, de relever ce défi de vie quotidienne, de travail aussi, d'études. Alors, et puis en fait, c'est ce qui est arrivé. Sauf que la 2e année, ma mère est venue en voyage. Alors, on s'est vus là-bas. Ça devait être très dur, les études, pour vous, à ce moment-là. Bien, c'était dur parce que vous savez ce qui arrive quand vous étudiez en musique et en instrument, en piano, donc, et en braille, et bien, bon, les étudiants, on avait donc des classes de groupe, une classe de groupe chaque semaine, et puis un cours individuel. Alors, les partitions, là, il faut les apprendre. Les étudiants, eux, ben, ils lisent, hein, puis ils travaillent avec leurs partitions. Mais nous, il faut mémoriser tout de suite, là, pour être capable de jouer. Alors, ça demandait des heures et des heures de travail, et puis une certaine tension. Tu sais, c'est un nouveau milieu. Et puis... Vous les appreniez comment, ces partitions? Par cœur, pas par oreille? Non, non, on a des textes en braille. Hein. Les partitions sont disponibles en braille. Ça, il y en avait ici. Quand même, j'étais habituée. Puis j'avais aussi à Paris, donc, des contacts où trouver ce matériel-là. Alors, je me procurais de matériel et puis là, ben, je me dépêchais d'apprendre ça pour être capable, en même temps que les autres, de jouer quand même. Ce qui vous demandait beaucoup plus de travail qu'aux autres. Oui, ben, je pense que quand on ne voit pas, là, qu'on soit dans n'importe quel domaine, vous savez, d'études ou d'apprentissage, ça, c'est un prérequis. Il faut accepter de mettre beaucoup plus de temps pour réaliser des choses. Ça, je pense que c'est rêver de croire qu'on peut faire la même chose ou l'équivalent des autres dans un temps correspondant. Ça, je ne crois pas à ça. Et dans les contacts avec les gens, Nicole, quand on ne voit pas, comment on réussit à avoir des contacts? Est-ce que c'est difficile? Là, vous ne parlez pas seulement de Paris, là. Non, je parle des gens qu'on rencontre quotidiennement. Quand on rencontre quelqu'un, on le voit, on lui parle, on a tout de suite une idée de ce qu'il est. Vous ne voyez pas. Comment vous vous faites une idée des autres? Eh bien, ça, c'est un petit peu difficile.
Déjà, quand on leur parle, évidemment, souvent les gens, je peux dire, hésitent à nous parler si on se trouve dans un groupe de personnes et puis vous êtes la seule qui ne voyez pas. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens, ils ne vous parlent pas. Hein? Je ne dis pas toujours, mais ça arrive très, très souvent. Alors, en général, moi, si les gens sont autour de moi, ben, j'entame une conversation, j'essaie de dire quelque chose pour qu'il y ait un retour. Alors, au moins, là, je saurai à peu près qui est à côté de moi, vous savez, Oui. pour aller un peu à la pêche, je dirais. Vous êtes obligé de faire les premiers pas. Très souvent. Je ne veux pas généraliser, il y a quand même des exceptions, mais je pense qu'en général, c'est dommage que on se sent un petit peu comme si on n'était pas là, des fois, si on n'a pas... Puis des fois, on se sent en forme, mais vous savez, c'est comme tout le monde. Des fois, oui. on est un petit peu moins à l'aise. On aimerait ça où on est plus tendu, plus inquiet. Mais en général, il faut exiger, je pense, ou il faut prendre pratiquement le terrain. Je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est une chose qui m'est toujours un petit peu pénible. Les gens, parce qu'on ne voit pas, ont tendance, je ne sais pas, s'ils s'imaginent que parce qu'on ne voit pas, il y a des tas d'autres facultés qu'on n'a pas. Je me dis, c'est pas parce que vous fermez les yeux que vous êtes moins intelligent ou moins intuitif ou moins de jugement ou que vous avez moins envie de vous amuser. Je ne sais pas à quoi ça tient. Les gens ont peur de vous aborder. Oui, je pense que le contact, ils hésitent à faire le contact. Peut-être qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi. Il faudrait peut-être que tous ensemble, on réfléchisse là-dessus. Est-ce que vous vous sentez parfois méfiante quand vous sortez, quand vous rencontrez des gens, parce que vous ne les voyez pas? Méfiante? Oui. Vous voulez dire dans le sens craindre qu'eux me fassent du mal ou quelque chose comme ça? Oui, ou quelque chose comme ça, plus... Non, pas moi. Je peux pas dire ça. Je peux pas dire que je me sens menacée. Non. Parce que je suis portée à essayer évidemment, c'est quand vous êtes quand même dans les grandes villes et tout, il faut quand même être prudent, hein, comme tout le monde. Bien sûr. Mais je ne peux pas dire que je me sens vraiment menacée, non. Mais je ne commets pas d'imprudence non plus, tu sais. Est-ce que ne pas voir, bon, bien sûr, on comprend bien que ça complique la vie quotidienne. Vous devez, j'imagine, dans votre maison, tout placer à un endroit précis et savoir où tout est pour bien vous débrouiller puisque vous vivez toute seule. Oui, ça, évidemment, c'est nécessaire. D'abord, c'est nécessaire pour pas trop se chercher, puis il faut identifier le matériel qui risque d'être confondu, des choses aussi simples que la cuisine. Il y a beaucoup de contenants qui sont semblables, alors il faut les identifier là, pour, quand vous ouvrez une boîte, que vous y trouviez ce que vous désirez. J'imagine que vous développez d'autres facultés comme l'odorat, par exemple, comme le toucher. Oui, bon, oui, on développe, c'est-à-dire, je pense qu'on utilise au maximum ce qu'on a. C'est quand les gens disent, vous avez probablement un sixième sens. Non, on en a 4, 5, et puis seulement 4 qui fonctionnent bien. Alors, je pense que c'est ces 4-là qu'on utilise. Mais je crois que c'est la qualité de la concentration dans nos activités, dans nos gestes, qui nous rend peut-être efficaces certaines tâches. Il faut être très attentif, pour éviter des complications ou pour perdre du temps ou pour... Si j'ai bien fait attention, que j'ai placé telle chose, ben, je vais le retrouver tout de suite. Mais si j'étais distraite, ben, je vais peut-être chercher longtemps. Nicole, quand vous êtes revenue de Paris, vous avez entrepris donc votre vie professionnelle. Dans l'enseignement? Oui, mon premier emploi quand je suis rentrée, c'était au Conservatoire de musique de Chicoutimi comme professeur. Là, j'ai eu la chance. Je suis rentrée en juillet de Paris et puis j'ai commencé à travailler à Chicoutimi au mois de septembre. J'ai beaucoup aimé ce travail-là avec les jeunes au conservatoire, évidemment, qui sont des jeunes qui désirent faire de la musique, qui y mettent beaucoup de temps et qui sont très impliqués. C'était une période très enrichissante et très valorisante pour moi. Vous vous destiniez déjà à l'enseignement ou si vous avez, à un moment donné de votre vie, pensé être concertiste, par exemple? Ben, je pense que quand on est très jeune, qu'on fait de la musique, on pense un petit peu à ça. Oui. Mais non, j'ai réalisé assez tôt que c'était pas ma voie vraiment. D'abord avec tout ce que ça représente. Et puis, non, il faut avoir aussi, pour être concertiste, hein, en plus d'être bonne musicienne et tout, il faut avoir un besoin de se produire devant des gens. Il faut avoir un côté, je dirais, pas extroverti, mais peut-être d'une certaine façon. Avoir besoin d'être grandi, que son interprétation soit encore plus grande, plus belle devant un public. Alors ça, je crois que ça fait partie d'un talent aussi que je ne dirais pas qu'il est le mien. Vous aviez plus envie de faire partager votre plaisir de la musique à des jeunes? Oui, j'aime beaucoup la communication. Hein, j'aime beaucoup... et je trouve que dans l'enseignement, on apprend énormément.
aussi. Quand on fait des études assez avancées et tout, évidemment, il y a des choses qu'on prend pour acquis. Hein? Alors, tandis que quand on doit décomposer pour être capable de bien enseigner, il faut être capable d'articuler chaque élément pour qu'il soit bien compris par l'élève qui est en notre présence. Alors, je me dis, c'est une démarche presque inverse hein, oui. de la formation spécialisée. Et puis, d'être capable de développer un bon contact avec un élève. Je trouve que pour qu'un enseignement soit de qualité, il faut que le contact soit très bon entre le professeur et l'élève. Parce que si vous n'avez pas la confiance de votre élève, que vous soyez le meilleur professeur au monde, ça ne passera pas parce que l'élève ne sera peut-être pas disposé à recevoir ce que vous allez lui proposer. Il doit y avoir un certain plaisir aussi à découvrir des talents chez les élèves. Aussi, bien sûr, quand ça se présente, mais de faire évoluer. Au fond, je pense, la satisfaction dans l'enseignement, c'est de... Bon, vous avez un élève à un niveau tel, avec des problèmes tels, définis, des aptitudes aussi. Alors, de voir que vous êtes capable, enfin, vous l'aider à évoluer, à cheminer, je pense que c'est déjà une grande satisfaction. Parce qu'évidemment, tout le monde n'est pas surdoué en musique non plus, hein, comme dans d'autres domaines. Vous trouvez beaucoup de satisfaction, non seulement à enseigner, mais également à apprendre, puisque vous avez même fait un doctorat. Oui. En fait, j'ai toujours désiré faire de l'enseignement et je pense que le type d'enseignement que j'aurais privilégié, c'est l'enseignement au niveau supérieur, qui peut-être pour moi, malgré que je considère bien tous les autres niveaux auxquels j'ai travaillé, serait extrêmement stimulant. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin d'une vie professionnelle stimulante, qui me pousse à avancer, à découvrir autre chose. Alors, je me suis dit, bon, voilà, alors pour peut-être accéder à l'enseignement supérieur, ben, le critère maintenant exigé, c'est le doctorat. Donc, sachant que déjà, c'est pas facile là, de trouver du travail quand on ne voit pas, parce que là, on se heurte à des tas de barrières, je me suis dit, bon, ben, au moins, j'aurai mon doctorat. On ne pourra pas me dire, vous n'êtes pas suffisamment qualifié et tout. Puis, on fait quand même de la recherche, m'intéressait aussi. Mais quand on reprend des études après une pause professionnelle, si on peut dire, oui. L'objectif est plus précis tout de même. Là. Mais c'est aussi toujours un petit peu plus difficile quand on reprend des études. S'y remettre, ça n'est pas toujours facile. Comment vous avez vécu ça, vous? Est-ce que vous êtes satisfaite de cette période-là où vous êtes retournée aux études? Je suis satisfaite dans la mesure où, au fond, j'ai pu réaliser ce que j'avais décidé de faire. C'est sûr que là aussi, il y a eu énormément d'obstacles de toute nature. Et puis, on arrive au doctorat avec un sujet vaste et des préoccupations quand même assez ouvertes, mais on constate vite qu'avec les exigences et la rigueur de la recherche et du travail, il faut restreindre et puis on ne peut pas couvrir tout le champ d'intérêt qu'on avait au départ. Est-ce que ça a baissé les barrières auxquelles vous vous heurtiez auparavant, Nicole? Vous voulez dire sur le plan professionnel? Oui. Non, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé de travail encore au niveau supérieur. Et puis, disons que pendant la dernière année même, avec cette, disons, qualification académique supérieure, j'ai eu des problèmes encore peut-être plus décevants, si vous voulez, au niveau professionnel. Alors, moi qui ai toujours refusé, c'est de dire que, bon, ben, vous ne voyez pas, mais enfin, si vous avez des compétences égales et même supérieures et que vous vous acharnez à vouloir réussir, vous, en fait, donner le maximum, en fait, que j'ai, dans mon cas, avec le potentiel déterminé que j'ai également, je me disais, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Mais là, depuis un an, ma réflexion s'est modifiée parce que je réalise que c'est pas tout à fait ça. On peut faire aller jusqu'au bout de notre potentiel personnel, mais ceux qui engagent, ils ont quelque chose à faire là-dedans. Alors je pense que de ce côté-là, il y a encore d'énormes problèmes. Et ce que je disais tout à l'heure, à savoir que souvent une personne handicapée, en tout cas qui ne voit pas spécifiquement, est souvent perçue comme limitée à d'autres niveaux qu'à son niveau visuel. Oui. Malheureusement, à contre-cœur dans un sens, parce que je n'ai jamais voulu aller si loin que ça, mais je suis forcée aujourd'hui de dire que c'est vrai. Je pense que, vous savez, les politiques sont belles. En fait, on ouvre beaucoup aujourd'hui, on en parle des handicapés, puis il y a des lois, des textes, des organismes et tout ça.
Mais ça, tant que ça reste au niveau des politiques, puis au niveau social, collectif, c'est neutre, hein? Ça n'implique personne individuellement, jour après jour. Je pense que le prochain pas qui devrait être fait, c'est que les individus qui se trouvent en face d'une personne handicapée soient capables eux aussi de reconsidérer, d'articuler des bon, mais elle ne voit pas, mais enfin, si elle a fait tout ce qu'il y a là, sur le papier, sur le curriculum vitae, d'abord, quelquefois, vous savez, on a le sentiment que les gens pensent que c'est pas nous qui avons fait telle et telle chose. Moi, ça m'arrive, des fois, d'être en présence de gens, puis d'avoir l'impression qu'ils ne croient pas que c'est moi qui ai fait ça. Alors, évidemment, s'ils n'y croient pas, je peux essayer d'expliquer, de penser, de considérer, mais des fois, je pourrais souhaiter que les gens aient un petit peu plus d'imagination et croient que ce qu'ils n'ont pas fait, eux, parce qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, remarquez, Oui. si vous voyez, tant mieux, hein? Mais qu'ils puissent peut-être essayer de penser qu'il y a d'autres moyens, que les gens peuvent s'inventer des moyens pour réussir, pour atteindre le même objectif que ceux qui voient. Alors, de ce côté-là, vraiment, là, je souhaiterais qu'il y ait vraiment une plus grande maturation, que les gens réfléchissent et nous donnent notre chance, pas toujours nous reculent parce qu'on ne voit pas. Ça, c'est mon cas, mais je pense qu'il y en a certainement d'autres qui vivent quelque chose comme ça. C'est que cette chance et cette intégration, même si elle est contenue dans la loi, elle ne se fait pas dans le quotidien d'une façon individuelle. En tout cas, moi, je ne peux pas dire que... Bon, moi, l'intégration, j'ai toujours cru à ça, c'est-à-dire c'est toujours ce que j'ai visé dans ma vie. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que je me limite au milieu de personnes qui ne voient pas. Mais enfin, il faut aussi qu'on nous donne la chance. L'intégration, c'est pas juste les personnes handicapées qui entrent dans le milieu régulier, c'est les autres qui les laissent aussi, qui leur font la place.